Bonjour à tous. Plongez dans les mystères de l'esprit avec notre dernière vidéo sur l'hypnose et la parapsychologie. Découvrez comment l'hypnose, cette technique millénaire, se trouve à la croisée des chemins entre science, psychologie et les frontières de l'inexpliqué. Notre exploration ne s'arrête pas là, nous nous aventurerons également dans le domaine fascinant de la parapsychologie, là où l'esprit défie les lois de la physique et ouvre la porte à des phénomènes inexpliqués. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre de l'association Alpha International, et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo sur la parapsychologie. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, et de notre côté, cela nous aide à faire connaître la chaîne. Il y a des tas de phénomènes que la science n'arrive pas à expliquer. Il existe en nous une énergie psychique qui peut s'extérioriser et avoir une action à distance sur des objets. En parapsychologie, on appelle cette faculté la psychocinèse, c'est-à-dire l'action de l'esprit sur la matière. Le médium russe Nina Kulagina est capable d'attirer vers elle des objets et elle maintient même des boules d'acier en suspens entre ses mains. Cette force psychique peut, sous l'action de la volonté, impressionner une pellicule photographique. Ici, Ted Serios, le photographe mental, tente de produire une image d'un homme des cavernes en présence d'une équipe de la télévision berlinoise. La photo de gauche est le fruit de plusieurs heures d'efforts. D'une façon tout à fait inexplicable, apparut sur la pellicule l'image souhaitée d'un homme des cavernes. Après enquête, cet homme des cavernes s'avéra être une copie presque parfaite d'un tableau du musée d'histoire naturelle de Chicago. On pourrait citer aussi les séances de spiritisme, au cours desquelles se produisent des manifestations pour le moins curieuses. Et citer également la lévitation, faculté semble-t-il réservée aux personnes ayant atteint un très haut niveau de développement psychique. Face à ces phénomènes, deux réactions sont courantes. On les nie purement et simplement, ou on les attribue à des puissances surnaturelles, à Dieu ou à Satan, sans chercher à aller plus loin. Une telle attitude mentale a conduit à une époque des milliers de personnes au bûcher, simplement parce qu'elles possédaient des facultés que d'autres ne possédaient pas. En réalité, rien n'est surnaturel. Tout phénomène obéit à des lois cosmiques. Et tant qu'il ne connaît pas ces lois, l'homme qualifie ces phénomènes de surnaturels. Certains hommes ont essayé dans le passé de percer ces secrets de la nature et ont contribué grandement à faire évoluer nos connaissances. En Égypte, certains chercheurs se regroupèrent et formèrent des écoles de sagesse où une grande connaissance occulte fut accumulée. Après un certain nombre d'épreuves, ce savoir était communiqué aux personnes qui, par leurs actes, s'en étaient montrées dignes. En Orient, d'autres sages se regroupèrent dans des centres où ils se consacrèrent à leur développement intérieur. L'Europe participa aussi à cette recherche. Il y eut chez nous les druides, dont la connaissance des lois de la nature était très grande. Plus tard, les alchimistes travaillèrent dans leur laboratoire
à comprendre la matière et à essayer d'en comprendre les manifestations. Mais pourtant, l'esprit humain a toujours tendance à entourer de mystère ce qu'il ne comprend pas et à donner une explication magique à des phénomènes naturels. Et l'hypnose n'a pas échappé à cette règle, et elle a été trop souvent rangée parmi les phénomènes d'envoûtement et de possession. Aujourd'hui, la situation commence à changer. L'hypnose est étudiée scientifiquement par les médecins. Le professeur Charcot a été l'un des premiers à expérimenter l'hypnose sur des hystériques à la salle Pétrière à Paris. Le grand Freud, le père de la psychanalyse, débuta sa carrière de médecin en traitant ses malades par hypnose. Il appelait sa méthode l'hypnoanalyse. En effet, l'hypnose est une technique permettant l'accès au subconscient, à ce que normalement la personne ignore d'elle-même. Elle permet d'aller au plus profond de soi, de franchir le barrage qui se dresse normalement entre le conscient et le subconscient. Grâce à des techniques spéciales qu'il ne nous appartient pas de révéler ici, l'hypnotiseur va inhiber certaines parties du cerveau du sujet qui diminuent alors leur niveau de vigilance. Le point de concentration, A, sera le seul qui demeurera au contact de la réalité, et aucun point du cerveau ne sera capable de contrecarrer ce que va dire l'hypnotiseur. Dans ces conditions, tout ce que va dire l'hypnotiseur va être transmis aux centres inconscients et devenir une conviction profonde pour le sujet. On peut même lui donner un ordre qu'il devra exécuter à son réveil. C'est la suggestion post-hypnotique. Au réveil, l'ordre enregistré par le subconscient monte à la surface et le sujet l'exécute d'une façon automatique. Par exemple, se déshabiller. Et considère cet ordre comme venant de lui, sans se douter absolument qu'il lui a été injecté de l'extérieur. On peut aussi utiliser l'hypnose pour faire cesser quelqu'un de fumer. Il suffit simplement de lui suggérer sous hypnose que l'odeur du tabac lui devient insupportable, pour que la simple idée de fumer une cigarette provoque chez lui de l'écœurement. C'est la même technique qui est également employée pour lutter contre l'alcoolisme, ou pour débarrasser un sujet de certaines phobies. Par exemple, la peur phobique des chats. On qualifie souvent l'hypnose de sommeil, mais en réalité, la personne qui dort du sommeil hypnotique conserve une partie de sa conscience. Cela a été démontré en enregistrant l'électroencéphalogramme d'un sujet mis sous hypnose. Le tracé révèle l'émission par le cerveau d'ondes alpha. Ces ondes alpha sont absentes au cours du sommeil naturel et correspondent à un état de conscience à la fois différent du sommeil et de l'état de veille. Il intervient dans l'hypnose 4 moyens d'action. Le premier de ces moyens d'action est la suggestion. Par exemple, dans l'expérience de catalepsie, c'est la suggestion qui agit sur le subconscient et qui provoque ainsi la contraction musculaire et la rigidité du corps. Quand la contracture est complète, le sujet peut supporter plusieurs fois le poids de son propre corps. Mais il n'éprouve absolument aucune fatigue et pourrait très bien rester dans cet état des heures entières.
C'est par un procédé similaire basé sur l'autosuggestion que des fakirs arrivent à supprimer toute douleur, simplement en refusant de l'admettre. La deuxième force qui intervient dans l'hypnose est le magnétisme. C'est le docteur Anton Mesmer de la faculté de médecine de Vienne qui fut le premier à appliquer le magnétisme dans le traitement de certaines maladies. Au cours de l'hypnose, quelques passes magnétiques effectuées devant le front du sujet permettent d'atteindre un état de transe plus profond. La troisième force est la fascination. Dans l'hypnose animale, c'est la fascination seule qui intervient. Pour les sujets humains, c'est la fascination combinée à la suggestion qui provoque la fermeture des paupières et induit l'état hypnotique. On retrouve cette propriété de fascination du regard chez le règne animal, surtout chez certaines catégories de serpents, qui peuvent littéralement paralyser leur proie. Le regard apparaît comme étant le miroir de l'âme. Sa puissance est directement liée à l'intensité de nos émotions et à la vigueur de nos sentiments. Au niveau de la rétine de l'œil se trouvent des cellules en forme de bâtonnet. Elles sont comparables à des milliers d'antennes dressées au fond de l'œil. Voilà pourquoi le magnétisme se dégage d'une manière si intense de nos yeux. Il y a aussi une dernière force qui entre en jeu, mais celle-ci, personne ne peut la voir. L'hypnotiseur se concentre fortement et ordonne mentalement à son sujet de dormir. C'est ce que l'on peut appeler l'action télépathique. La télépathie est depuis plusieurs années étudiée de manière scientifique dans les laboratoires. Pour cela, on se sert des cartes dites de Zener. Elles représentent des images simples. Un rond, une croix, une étoile, que l'on va s'efforcer de transmettre télépathiquement au sujet récepteur. Un simple calcul de probabilité permet de trouver le nombre de réponses exactes imputables uniquement au hasard. Le nombre de bonnes réponses est nettement supérieur à ce que la simple chance le laissait prévoir. C'est qu'il y a eu soit voyance, soit transmission télépathique. L'hypnose permet la manifestation de divers phénomènes. Parmi eux, le dédoublement magnétique. Il faut savoir que le corps humain irradie autour de lui une énergie magnétique appelée aura. Ce magnétisme est le résultat de la vibration des atomes constitutifs de notre corps. Les Kirlian sont les inventeurs d'un procédé qui permet de photographier l'aura. Cela consiste à placer un corps au milieu d'un champ électrique à haute fréquence. Dans ces conditions particulières, l'aura devient visible un court instant et permet d'impressionner une pellicule photographique. Voici la photo de doigts pris à l'aide de ce procédé. Les doigts apparaissent comme entourés de myriades de lumières scintillantes, faisant saillie jusqu'à quelques centimètres de la peau. Sous hypnose, à l'aide de passes magnétiques, il est possible d'extérioriser cette énergie magnétique. Alors elle se condense peu à peu sous la forme d'un petit nuage à gauche de la personne. À ce moment, la transe est si profonde que si l'on pique le corps avec un objet pointu,
le sujet ne ressent absolument aucune douleur. Si par contre, on pique l'endroit de l'espace où le sujet a son double magnétique, la personne sursaute de douleur. Voilà pourquoi on appelle parfois ce genre d'expérience extériorisation de la sensibilité. En dehors des phases d'hypnose, le dédoublement peut intervenir spontanément au cours du sommeil naturel. Alors que le corps repose, allongé sur le lit, le double magnétique flotte à quelques mètres au-dessus de la personne endormie. Bien entendu, la personne dort et n'en est pas consciente. Cette énergie magnétique peut se condenser dans certaines substances comme le velours ou la cire. Voilà qui explique le processus de l'envoûtement, la sensibilité de la personne s'emmagasinant dans la statuette de cire. Un autre phénomène très intéressant en occultisme, mais très souvent mal interprété, est celui de la projection de la conscience hors du corps. Au cours de cette expérience psychique, la personne concernée peut avoir conscience d'événements très lointains. Par exemple, au cours d'une opération chirurgicale, il arrive que le patient ait conscience de sa propre opération et qu'il puisse observer le chirurgien en train de l'opérer comme s'il était hors de son corps. L'homme s'est rendu compte de ce phénomène de projection hors du corps dès la plus haute antiquité. Les Égyptiens, par exemple, avaient coutume de représenter la conscience quittant le corps par le symbole de l'oiseau s'envolant. D'une façon générale, le christianisme nous suggère aussi l'idée de projection. Mais ici, le symbolisme est différent. C'est l'âme qui quitte le corps du défunt au moment de la mort. Le groupe Alpha a pu mettre en évidence que pareille faculté était en fait liée à l'éveil de certains centres psychiques, appelés chakras par les orientaux, qu'il est possible d'activer au moyen de certains exercices. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point pour les personnes intéressées. Pour l'instant, nous allons rallumer la salle et entrer dans la seconde partie de cette soirée, les expériences d'hypnose. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur la parapsychologie et les